Bien, mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous accueillons ce matin Monsieur Claude Michy, président de Philibert et Associés, société organisatrice du Grand Prix Moto de France. Ce sera donc l'occasion de se pencher sur un sport peut-être un peu plus méconnu que le football ou le rugby, mais qui tout de même a attiré près de 2 millions de téléspectateurs en mai dernier pour la 92e édition du Grand Prix sur Canal+ et C8. Par ailleurs, je rappelle que vous êtes également, Monsieur Michy, président de l'Union des clubs professionnels de football depuis 2017 et que vous avez présidé le club Clermont Foot 63 de 2005 à 2019, ce qui fait de vous un fin connaisseur du modèle économique du football professionnel. J'en profite pour féliciter le club de Clermont qui monte en Ligue 1. Et il y aura un très beau derby avec les SSE très bientôt. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Je souhaiterais tout d'abord vous entendre sur la situation actuelle du sport motocycliste, dont les audiences télévisuelles tendent à augmenter, mais qui a toutefois vu se tarir ses recettes de billetterie lors des 2 dernières éditions en raison de la crise sanitaire. En outre, la mission recueillerait volontiers vos réflexions et propositions en tant que président de l'UCPF sur le financement du football professionnel et les récents événements qui l'ont agité. Si vous le voulez bien, Monsieur Michy, je vous cède la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission. Vous avez la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai des petites coupures. Vous me recevez? Oui, tout à fait. Ah bon, parfait. Plus maintenant, par contre. Monsieur le Président, vous nous entendez? Oui, allô? Voilà. Oui, c'est bon. J'ai un petit souci de connexion. Je pense qu'il faut que je fasse un petit réglage. Est-ce que vous me donnez 2 secondes pour que je revienne vers vous? Je vais quitter la réunion et je vais essayer de mettre peut-être autre chose pour avoir une meilleure connexion. J'ai peur que ça coupe tout le temps. Entendu, on va suspendre quelques minutes la diffusion. Ouais, Ça marche. Ok, merci. Et de l'UCPF qui a été validé après dans les différentes assemblées générales de la LFP et ensuite par le ministère des Sports. Donc depuis, je dirais, 3 semaines, il y a un syndicat qui s'appelle Foot Uni et qui rassemble l'ensemble des clubs et dont le président est Laurent Nicolin, le président de Montpellier. Oui, qu'on auditionnera très bientôt, effectivement. Voilà, c'était plutôt en tant qu'ancien président, voilà. alors. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je suis arrivé par hasard dans le football. J'ai acheté un club qui était Clermont il y a une quinzaine d'années. Et donc, qui a, j'allais dire, un petit club avec de peu de moyens, qui est un club qui descendait en national, qui a été récupéré administrativement en Ligue 2, qui l'année suivante est redescendu en national, ce qui paraissait une justice. Et donc, ensuite, le club est remonté en Ligue 2 tout de suite. Et il est resté jusque donc, à cette année. Donc, en mars 2019, donc, on a conclu avec Ahmed Scheffer, qui est un Suisse,
leur prise du club. Alors, nous, on avait une chance, c'est qu'on était un club en bonne santé. Donc, il y avait des finances, qu'il n'y avait pas de souci d'argent, qui était, contrairement à beaucoup d'autres. C'est en général, quand les clubs sont vendus, c'est pour boucher les trous de ce qui existe. Donc, c'est des fonds d'investissement qui arrivent. Et donc, nous, on a eu la chance de prendre le temps. On a mis 1 an pour remettre tout ça en place et assurer la succession en maintenant le mode de fonctionnement du club, le personnel, l'entraîneur, les joueurs. Et donc, Ahmed Schaeffer a amené une meilleure communication, une connaissance meilleure du football que moi-même, parce que moi, j'en ai pas, et une notion internationale, puisqu'il a un club au Danemark et en Autriche. Donc, si vous voulez, la suite logique a été respectée, même si c'est un sport un peu de hasard. Et le Clermont Foot, ce qui n'était jamais arrivé, est monté en Ligue 1 dans une terre de rugby, puisqu'on est plus une terre de rugby qu'une terre de football. Mais bon, là, les choses sont en train d'évoluer. Et donc, moi, j'ai intégré l'UCPF en tant que membre. Ensuite, j'ai été intégré au conseil d'administration de la Ligue, où je suis resté quelques années. Et donc, j'ai quitté l'ensemble de ces fonctions depuis 3 semaines à moi. Voilà la situation. Donc, j'ai côtoyé pas mal de monde parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup de présidents qui ne sont plus là, qui n'ont fait que passer, qui en général sont des présidents délégués rémunérés et non pas des actionnaires. Je pense qu'il y a une grosse différence entre ce que j'appellerais les Laurent Nicolin, les Jean-Pierre Caillot à Reims, Jean-Michel Aulas à Lyon et autres, et les fonds qui mettent un président délégué et qui ont rêvé un peu sur des notions de droit télévision et de trading. Et aujourd'hui, les droits télévision sont plutôt effondrés et le trading également. Donc, ça fait qu'il y a un certain nombre de clubs, je pense, qui sont en difficulté. Il faut espérer qu'ils retrouvent une meilleure santé parce que c'est quand même un très beau sport. Et c'est surtout pour moi, on en parle assez rarement, c'est surtout pour moi, si vous voulez, l'exemple type de ce qu'est un pays avec des gens de couleur, avec des gens de religions différentes, avec des niveaux d'instruction ou d'éducation différentes. Et tous ces gens-là doivent marcher ensemble pendant un temps donné entre 2 coups de sifflet pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour une équipe. Donc, je pense que cet exemple de vie de différentes communautés entre elles est pas assez souvent, à mon avis, mis en exemple. On parle souvent des salaires, de ceci, de cela, mais je pense qu'on essaye souvent d'opposer souvent les communautés dans la vie de la société. Et en réalité, on s'aperçoit que le football est un très bel exemple, que ce soit dans les équipes de jeunes, des plus petits, jusqu'aux équipes professionnelles. Je pense que c'est un élément qui me paraît important. Bon, concernant les droits télévision, les droits télévision, le monde change, le monde évolue. Et je pense qu'il est arrivé en France, c'est quelque chose d'un peu particulier, notamment avec le nombre d'abonnements que doivent avoir les gens qui aiment le football pour pouvoir regarder du football. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient abonnés à beIN, à RMC, etc. Et donc, c'est des sommes non négligeables. Et ensuite, il n'y a pas de fluidité, ce que j'appellerais pour tout le monde, de pouvoir accéder facilement à profiter des diffusions avec entre guillemets un seul opérateur quand vous avez Canal et que vous pouvez visionner un certain nombre de choses. Mais si après, il faut aller chez d'autres pour voir d'autres choses, c'est un peu particulier. Je pense que là-dessus, en France, c'est en train de s'éclaircir, mais il faut arriver à quelque chose pour l'intérêt commun de tout le monde, puisqu'il y a les nouveaux entrants, mais il y a aussi les nouveaux modes de consommation je dirais, des différentes générations, parce que moi, je suis un vieux monsieur, mais en réalité, suivant la génération dans laquelle on est, le mode de consommation n'est pas le même. Et en plus, la notion de l'attractivité. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur
l'attractivité du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous apercevez que, bon, moi je suis organisateur, puis on en parlera tout à l'heure, depuis 28 ans du MotoGP en France. Et on s'aperçoit que ce soit par exemple la Formule 1 ou le MotoGP, les acteurs au plus haut niveau, les plus, je dirais, les plus bankable ou les plus intéressants pour les téléspectateurs sont totalement disponibles. Même que ce soit des pilotes de moto de F1, 10 minutes avant le départ, ils sont capables de s'exprimer sur la grille de départ. Alors que si demain vous voulez avoir une interview de Neymar avant de débuter le match ou autre, on va vous expliquer qu'il y a un problème de concentration, que ceci, cela. Et je pense que le téléspectateur a besoin de vivre les choses. Alors dans le rugby, vous avez les micros sur les arbitres, vous avez les caméras dans les vestiaires, etc. Je pense qu'on est dans un monde de sport-spectacle, donc il faut arriver à amener l'intérêt de tout le monde, mais le monde a besoin d'histoire, le monde a besoin d'humains, et donc il y a un moment, bon, les consultants c'est bien, les journalistes aussi, mais ils veulent écouter et voir les acteurs. Je pense que c'est un vrai sujet du football. Ça, c'est quelque chose qui me paraît être un élément essentiel. J'en ai parlé, moi, souvent avec Vincent Labrune et d'autres. Et je vois bien, quand je parlais de moto il y a quelques années, on m'en rigolait presque au nez. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que les audiences du MotoGP sont supérieures aux audiences du football. Donc, ça pose d'autres problèmes, ce qu'a très bien expliqué Jacques-Henri Hérault à un conseil d'administration, où il avait fait le point entre les 3 matchs de Ligue 1 qu'il y avait eu et les audiences qu'il y avait eu de la Formule 1 et du MotoGP qui étaient largement supérieures. Et donc, ce qui explique aussi des fois des choix des acheteurs de droits de regarder aussi de la gestion de leur entreprise. Donc voilà, moi, les grandes lignes de ce que je peux vous donner. Je suis ni le Messie ni l'Évangile. Hein. C'est simplement... Même si on est tous croyants au Dieu football, c'est ça? Comment? Même si on est tous croyants au Dieu football. Ah, ça a coupé, je crois. Comment? Pardon? Non, je crois que c'est pas entendu. Non, je dis, on peut parler de Messi. Je disais, même si on est tous croyants au Dieu football, je disais. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un sport quand même qui est aléatoire. Donc l'aléa est ce que disait Gérard Houllier, qui est un entraîneur, pour lui, c'était un réducteur d'aléas, mais paix à son âme. Mais d'un autre côté, je pense que la Coupe de France, c'est l'exemple type de l'aléa du football. Bon, on ne va pas revenir à ce qui s'est passé à Barcelone avec le PSG, mais c'est un vrai sujet. Et après, l'autre point qui est très important et qui a modifié totalement la vision depuis 10 ans du football en France, c'est que Jean-Michel Aulas régnait en maître, hein, avec un club qui était leader, champion, qui avait beaucoup de moyens financiers, que quand un club le dérangeait, éventuellement, il allait acheter le joueur du club pour l'affaiblir un peu. Et quand sont arrivés les Qataris, le monde a changé. Et donc là, on se retrouve avec aujourd'hui Nice, avec Ineos, Monaco, le Qatar, donc avec des gens qui ont des moyens et où d'autres clubs courent un peu après pour avoir des budgets suffisants. Alors tout ça est en train quand même de se réguler d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de dettes. Hein. Donc le salaire des joueurs, les agents n'ont pas encore compris que les salaires des joueurs allaient baisser parce que c'est le seul moyen de revenir à des choses à peu près normales. Alors, merci. Hein. Je suis Cédric Roussel, je suis rapporteur de la mission. Je peux y aller ou président Régis Vous pouvez y aller, monsieur le rapporteur. Non, vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup parce que vous avez une double casquette qui est intéressante. C'est pour ça qu'on souhaitait vous entendre, une double casquette, parce que vous avez déjà une expertise sur 2 disciplines qui sont en plus médiatiques et qui ont dans leur modèle économique une variable, une composante importante qui sont les droits télé. Donc ma première question, c'est une question d'acculturation, c'est de savoir concernant la discipline que je connais moins personnellement, qui est la discipline donc
du Grand Prix moto. Quel est le niveau de télédépendance en fait, des droits TV dans le modèle économique? Alors, si vous voulez, alors je fais juste un petit peu d'histoire. Moi, j'ai acheté les droits en 94 du MotoGP, qui fonctionne comme la Formule 1. En réalité, en 91 ou 92, Bernie Ecclestone, qui était le patron de la Formule 1, craignait que la moto devienne un handicap sur la vente des droits télé pour la Formule 1. Donc, il a acheté tous les droits marketing et de télévision et connexes à la Fédération internationale moto. Il a confié ce travail de gestion au départ à une société qui s'appelle Dorna, qui est en Espagne, qui était au départ avec comme actionnaire principal la banque Banesto, et après qui a changé. La banque Banesto, je dirais, a rendu l'âme, c'est la banque de Santander, et après les fonds d'investissement qui sont venus dans cette société. Mais chez Dorna, le management est toujours le même depuis 30 ans. Et donc, Bernie Ecclestone a revendu, après la gestion, l'ensemble des droits à cette société Dorna, qui gère l'ensemble du championnat du monde pour la Fédération internationale de moto. Il faut savoir que tous les droits, que ce soit Formule 1 ou MotoGP, sont vendus à l'international. Et donc, un organisateur comme moi en France, qui détient les droits en tant que promoteur, n'a aucune recette de droits télévision. Les droits télévision appartiennent à Dorna. Ils sont encaissés uniquement par Dorna dans le monde entier. La moto, c'est 207 télévisions en live dans le monde. C'est comme la Formule 1. C'est globalement souvent les mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau des horaires, ils essayent de travailler ensemble. Et ensuite, donc nous, on n'a aucune recette de télévision et on n'a aucun droit, je dirais, de signing, c'est-à-dire de publicité qui est autour du circuit, qui sont liés à la télévision. Ça appartient à Dorna, c'est dans l'ensemble des partenaires internationaux. Donc, si vous voulez, nos recettes propres sont le public, les prestations VIP ou ce genre de choses, ou la communication, les partenaires que l'on a, qu'on peut identifier sur nos supports de promotion, etc. Ce qu'il faut savoir, juste pour votre information, notre recette de billetterie de 2019 est en gros la 6e recette du championnat de Ligue 1, parce qu'on fait un peu plus de 8 millions d'euros de billetterie en un week-end. Bon, mais on n'a aucune recette de droit télévision. Et le Grand Prix moto, pour votre information, nous on a pris en 94, la première année, on a dû faire 25 000 billets vendus. Je parle de billets vendus parce qu'il y a toujours beaucoup de mensonges autour de la réalité. Et comme je suis auvergnat, parce qu'on nous attribue dans le mode de calcul comme la Formule 1, ils additionnent le vendredi, le samedi et le dimanche, mais c'est toujours les mêmes. Donc quand vous ouvrez le tiroir caisse, c'est pas le même sujet. Donc moi, j'ai 220 ou 230 000 visiteurs qui sont annoncés, mais la réalité, c'est qu'on a 85 000 billets vendus en 2019. On a en gros 10 000 billets de jeunes moins de 16 ans gratuits, puisqu'on fait la gratuité pour les moins de 16 ans, ce qui nous a permis d'amener 27% de femmes, donc d'avoir quelque chose d'assez familial. Donc il y a un vrai travail sur, si vous voulez, le type de produit qu'on a mis en place, de rencontres avec les pilotes, de tout un tas de choses, parce que je reviens à la notion de spectacle que je parlais pour le football tout à l'heure et de l'attractivité. C'est un élément essentiel. Si vous voulez satisfaire, parce qu'un spectateur n'est qu'un client, si vous voulez, ou un téléspectateur, donc si vous voulez satisfaire le client, il faut d'abord s'occuper de ce qu'il souhaite avoir, de ce qu'il souhaite, je dirais, vivre et partager son émotion, etc. Mais on n'a aucune recette de droit télévision. Oui, c'était pour comprendre, parce que cette mission, elle a vocation, donc, comme j'aime bien rappeler, donc, à parler d'un fait divers, qui est le fait Mediapro, donc, qui a bouleversé le modèle économique des clubs de foot professionnels, qui sont une variable importante de financement indirect du sport amateur, de solidarité, puisqu'il y a une solidarité en France entre le sport amateur, une solidarité financière en tout cas entre le sport professionnel et le sport amateur. Donc, on part de cette variable-là pour retrouver aussi des sources de diversification
en tout cas d'évolution peut-être des modèles économiques du sport professionnel pour éviter toute fragilité qu'on a connue malgré tout et qu'on connaît encore en fait du fait du fiasco et du retrait de Mediapro. Donc c'est pour ça que c'est intéressant vos différentes expériences professionnelles, notamment ce regard que vous avez sur le sport roi ici en France et qui est le foot et les autres disciplines. Moi je voudrais juste, parce que je connais peu votre discipline du Grand Prix moto et après revenir sur le foot, mais déjà avoir un peu plus de détails. Donc, vous disiez, si je comprends bien, que cette commercialisation des droits, elle a été donc cédée par la Fédération internationale moto. Mais est-ce qu'il y a une solidarité entre les fédérations? C'est-à-dire, il n'y a même pas de rétribution de la part de la Fédération internationale vis-à-vis de la Fédération, en tout cas, ou en tout cas des instances françaises? Alors, normalement, le schéma qu'il y a, c'est que donc, Dorna paye des droits à la Fédération internationale. Il doit être en contrat jusqu'en minimum 2026, tout de suite, même un peu plus long. Moi, je suis en contrat jusqu'en 2026 au circuit du Mans et avec Dorna. Ensuite, il y a une rétribution qui existe entre la Fédération internationale moto, qui reverse si vous voulez, j'allais dire un droit ou une quote-part à la Fédération française de moto, qui n'est pas très élevée. Hein. De tête, elle était en dollars, je crois que c'est autour de 100 000 $. Donc, en gros, allez, on va faire 100 millions. À vérifier avec la Fédération française de moto si les choses ont évolué, mais je pense que c'est de cet ordre-là. À aujourd'hui, il est évident que les deux dernières années, au mois de mai, j'ai fait donc 8 clos. Et l'année dernière, au mois de mai, on avait eu droit à 5 000, donc si vous voulez, c'est inexistant. Donc, en fait, 5 000 spectateurs sur un meeting comme le nôtre, où vous dépensez plus d'argent d'organisation que de recettes de billetterie à ce niveau-là. Donc, voilà comment les choses fonctionnent. Si vous voulez, on est vraiment dans... On est un peu comme, si vous voulez, vous avez les droits nationaux dans le football, par exemple, hein, où la fédération vend la Coupe de France, la Ligue vend pour les championnats. Et puis d'un autre côté, vous avez l'UEFA qui gère la Champions League. Et où là, donc c'est pareil, l'argent va au club, mais c'est des droits internationaux. Donc c'est un peu comme la moto ou la Formule 1, hein, c'est la schématique. Je fais juste une petite aparté sur ce que vous avez dit sur Mediapro. Moi, je faisais partie du comité, je dirais, de pilotage. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et en réalité, c'est toujours facile après de dire les choses. Quand les choses ont été faites, tout le monde, tous les clubs, toutes les réunions de conseil d'administration, tout le monde a validé le contrat Mediapro. Que ce soit Nasser, que ce soit tout le monde. Personne a mis en doute le sujet. Bon. Ensuite, effectivement, ça a commencé d'être délicat à partir du moment où Canal a refusé de distribuer Mediapro. Et entre-temps, j'excuse pas Mediapro, mais je pense que c'est bien pour vous de voir ces éléments-là aussi, que vous avez certainement. Quand le championnat s'arrête, de championnat de France, c'est le moment où Mediapro doit commencer sa communication pour avoir des abonnés. Et ensuite, donc, avec tout ce qu'il y a eu avec le Covid, etc. Et donc, au niveau international, toutes leurs activités ont subi, je dirais, des moments très difficiles, notamment financièrement. Il y a un actionnaire chinois. Et donc, tous ces éléments-là, si vous voulez, se sont enchaînés les uns avec les autres, avec aussi cette volonté de Canal, quand même, de tout faire pour que ça n'aboutisse pas, quoi, hein, d'une certaine façon. Bon, mais ça fait... On est dans les entreprises et dans le business, et moi, je n'ai pas d'avis, chacun défend ses intérêts. Donc, à aujourd'hui, tout le monde dit Mediapro, mais Mediapro était validé par l'ensemble des clubs et du conseil d'administration et de l'AG sans aucune restriction. Et moi, j'en parle très facilement puisque la veille, l'Assemblée générale de 2018 qui a eu, où est venu Julien Bergeau et M. Roures pour expliquer ce qu'ils comptaient faire,
Moi, j'avais simplement la veille, j'avais eu une interview d'Étienne Moiti et qui m'avait dit est-ce qu'il peut y avoir des doutes? J'ai dit écoute, quand on a des clients, il faut d'abord les respecter. Leur modèle économique, c'est entre 4 et 5 millions d'abonnés. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est quelque chose qui est assez lourd. Donc, le lendemain matin, Étienne Moiti a écrit ça. Et moi, j'ai Didier Quillot, que vous avez peut-être déjà entendu, qui m'a dit, m'a appelé, qui m'a même envoyé un SMS en me disant c'est scandaleux ce que tu dis, il ne faut pas 5 millions, etc. Bon. Et à l'Assemblée générale de l'après-midi, j'ai reposé la question à Rourès et à Bergeau. Je leur dis voilà, on peut comprendre que la première année, le temps que ça se mette en route, vous avez 1 ou 2 années où il faudra amener un peu de compte courant pour faire fonctionner la boutique. Donc, quelle est votre capacité, etc. Donc, j'avais posé la question, ils ont répondu à côté, mais je pense que si vous voulez, c'est pas une notion. Moi, j'avais pas une notion de doute, c'était simplement une notion de précision que dans leur projet, ils avaient peut-être prévu qu'1,5 million la première année, ce qui faisait qu'il fallait qu'ils remettent pas mal d'argent et d'arriver à l'équilibre au bout de 2 ou 3 ans. Donc, je fais juste ce petit aparté qui est mon sentiment pour que vous l'ayez, mais effectivement qui derrière a créé d'autres problèmes. Ah, mais c'est intéressant, bien sûr, parce que je ne savais pas que vous faisiez partie du comité de pilotage. Nous, on invite effectivement tous les présidents de club qui ont participé à ce pilotage justement de l'attribution de l'offre 2018, parce que comme je le répète, c'est le point de départ de la réflexion. Et effectivement, bon, puisque vous avez abordé le sujet, ce serait intéressant de voir, puisque vous disiez qu'il y avait une unanimité dans, je dirais, ce choix. Est-ce que ce choix a été éclairé financièrement ou pas? Est-ce que vous avez eu, j'ai envie de dire, un audit financier présenté, que ce soit par Romain Ourès, je parle du modèle économique, sur la viabilité économique et justement, je veux dire, la mécanique de ce modèle économique d'exploitation du championnat? Alors, à ma connaissance, les membres du conseil d'administration n'ont pas eu le contrat et le modèle de contrat qui était signé entre Mediapro et la LFP. Hein, les choses sont restées entre la direction de la LFP et donc Mediapro. C'est que quelques mois après que ça a commencé quand ça devenait plus délicat, que tout le monde a demandé du moins certains ont demandé de voir le contrat. Donc, il n'y avait pas de garantie bancaire en réalité. Je vais dire une chose, quand Canal+ a acheté, il n'y a pas de garantie bancaire non plus. Si vous voulez, les gens disent ah ben oui, il aurait fallu une garantie bancaire, mais jusqu'à présent, aucun appel d'offres n'a une garantie bancaire. Alors on peut dire que Canal+ est une maison sérieuse, mais c'était difficile de dire que Mediapro n'était pas une maison sérieuse. En plus, je veux dire, Mediapro était quand même très impliqué dans le monde télévisuel, puisque toute la partie technique de la chaîne de beIN est faite par Mediapro, a été fait par Mediapro. Donc, si vous voulez, il y a des liens entre les différents acteurs, et ça fait partie des choses, si vous voulez, bon, ils étaient impliqués en Espagne. Bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui étaient positifs. Si on revient au moment de la décision, même il y a eu un reproche de Canal à Jean-Michel Aulas qui avait dit que c'était un jour béni je crois, pour le football, quoi. Donc, si vous voulez, il y a un moment, il faut que chacun regarde les choses comme elles étaient. Après, c'est parti du mauvais côté pour tout un tas de raisons, mais n'empêche que il y a eu quand même quelques entraves pour que Mediapro n'aboutisse pas, quoi. Vous parliez tout à l'heure d'aléas sportifs, hein, j'entends. Mais là, il y avait un aléa, donc, parce que c'est un investissement où il y a une espérance de gain, donc qui était saluée par tout le monde. Et je crois que vous avez tout à fait raison de le rappeler, en 2018, si on se remet dans le contexte, je n'ai pas vu forcément beaucoup de communication contraire, quand on regarde les archives, j'ai envie de dire. Maintenant, comme tout aléa, enfin, c'est un investissement n'est pas une chose certaine, il y a quand même donc des garanties à prendre pour, en tout cas, une appréciation du risque. Est-ce que, encore une fois, c'est vrai qu'on a eu plusieurs auditions, mais est-ce que concrètement, vous étiez
totalement rassuré sur je le répète, le modèle économique qui vous était présenté de l'exploitation. Donc, est-ce que vous avez eu des éléments de votre information? Parce que le contrat, c'est ce que mais je parle surtout de la qualité du candidat, quel qu'il soit. Le profil, parce que c'est une création d'une chaîne. Je crois que ce projet-là avait déjà été présenté comme tel. Créer une chaîne, Mediapro a présenté de votre souvenir, le Mediapro avait présenté donc les choses de cette manière-là, avec une volonté de créer une chaîne. Oui, on a eu des présentations, par exemple en collège de Ligue 2, comme il y en a eu en collège de Ligue 1, sur tout ce que souhaitait faire Mediapro. Et le dossier qui était présenté, en dehors de la notion de garantie, mais sur la qualité du produit, le type de produit qu'il voulait faire, paraissait, si vous voulez, quelque chose de viable techniquement. Après, si vous voulez, la compétence en droit de télévision des présidents de clubs de football, elle est quand même très limitée. Hein. Soyons honnêtes, chacun son job. Bon, moi, j'essayais d'être assez discret parce que effectivement, quand le MotoGP est passé d'Eurosport à Canal, les gens de Dorna m'ont demandé mon avis et de savoir ce qui était bien pour la France et pour le développement de la moto. Mais donc, on est un peu dans ces milieux, mais il y a beaucoup de présidents de clubs qui ne savent pas comment fonctionne le sujet. C'est parce qu'ils sont monoculture ou leur job, Jean-Pierre Caillot, c'est le transport, Laurent Nicolin, c'est les déchets ménagers, etc. Donc, si vous voulez, c'est des modes de fonctionnement en plus, ça évolue tellement vite sur la technologie et sur les modèles que, si vous voulez, je pense qu'il faut être un peu indulgent aussi sur cette chose-là. Mais c'était piloté par la Ligue. Et à partir du moment où les questions étaient posées et les réponses étaient fournies par Didier Quillot et Mathieu Ficot, qui était à la Ligue, qui est toujours d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'en conseil d'administration, les gens ont toujours donné un OK à ce qui était présenté comme sujet, même si les questions étaient posées sur les garanties. Mais comme des garanties, il n'y en a jamais eu nulle part, entre guillemets, jusque pour les droits de télévision. Donc, en plus, bon, c'est les Chinois qui sont quand même actionnaires de Mediapro. Les Chinois, c'est compliqué. Hein. Ils ont racheté des sociétés comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, une société qui s'appelait MP Silva. MP Silva qui travaille notamment avec Roland Garros. Bon, les Chinois, ça s'est mal passé. Donc, d'un seul coup, Roland Garros s'est retrouvé à vendre eux-mêmes leurs droits parce que MP Silva a disparu globalement presque du jour au lendemain. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui restent délicats. Non, mais c'est tout le but. Hein. Attention, bien compris l'intention et l'état d'esprit de cette mission. Hein, ce n'est pas de mettre au pilori qui que ce soit, c'est simplement de pointer du doigt les points d'amélioration. Là, j'entends de ce que vous dites, et vous n'êtes pas le premier à le dire, qu'à un moment donné, il faut un éclairage beaucoup plus global, parce qu'on parle certes donc de sport, mais on parle d'un produit particulier, issu d'une délégation de service public, qui allie donc une volonté d'avoir du sport le plus exposé largement, en tout cas c'était l'intention politique, le plus accessible, que ce soit dans la pratique, mais également dans son exposition, en tout cas qui touche un public des plus larges, et aussi donc une notion très économique, parce que ça reste donc entre guillemets un business. Donc là, ce qu'on entend, mais vous n'êtes pas le premier à le dire, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'avoir un éclairage à 360, de la qualité du candidat, sur qu'est-ce qu'il souhaite faire de l'exploitation de ce produit, parce que je crois que c'est quelque chose qui doit être partagé et valorisé en commun avec aussi les ligues ou la fédération qui est concernée et qui est ayant droit. Mais j'ai envie de dire que quand je dis cette compétence, c'est une mutualisation de compétences supplémentaires. Ça veut dire un contrôle quand même qui soit non pas plus qu'un contrôle, un conseil,
qui soit aussi donc davantage éclairé. Et pour ça, ça m'amène à une question, parce qu'on voit que, j'ai envie de dire que les contrôles se sont faits a posteriori. En tout cas, on avait M. Sénéchal hier en audition qui a été conciliateur. Beaucoup de choses se sont faites a posteriori. Donc, en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire des personnes qu'on auditionne. Donc, du coup, est-ce que, je dirais, un organe, que ce soit un renforcement de la DNCG ou peut-être justement quelque chose de plus indépendant encore, qui puisse être indépendant parce que dans une approche qui soit multicompétence aussi, une sorte de conseil supérieur du sport professionnel, peut être donc quelque chose qui aide d'un point de vue d'une stratégie, mais aussi donc de la préservation des modèles économiques du sport professionnel, quel qu'il soit d'ailleurs au sens large. Oui, mais je pense que vous avez raison. La question, c'est que, juste pour bien connaître les mécanismes, en réalité, quand Frédéric Thiriez est parti, première ligue, c'est-à-dire les clubs leaders du football, ont dit on va prendre un directeur général qui connaît la télévision, donc Didier Quillot avait été chez Orange, etc., qui connaît tout un tas d'éléments pour avoir quelqu'un qui fasse avancer la boutique. Bon, donc après, il y a eu l'élection de Nathalie Bois-de-la-Tour, donc, où la présidente a été désignée après le directeur général, qui est un peu particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Et en réalité, les clubs ont fait confiance à la personne qu'ils avaient nommée pour faire vivre la Ligue. Donc, si vous voulez, quand toutes ces questions des présidents de clubs, des gens du conseil d'administration, les familles ou autres, ou même Noël Le Graët qui assiste au conseil d'administration, les questions étaient posées, les réponses étaient données. Donc, si vous voulez, à aujourd'hui, effectivement, vu que ça s'est mal passé, on peut dire bon, il aurait dû avoir ça, ça et ça. Et votre mission, je pense, c'est pour éviter que ça se reproduise. On est bien d'accord. Mais je pense qu'il faut aussi un peu nuancer que les présidents de club avaient choisi quelqu'un par rapport à ses capacités et ses connaissances. C'est exactement la même chose qui se passe avec Vincent Labrune. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une confiance qui est apportée à celui qui dirige la Ligue, et même s'il y a des échanges, la notion du fonctionnement appartient quand même à la direction de la Ligue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout un tas de gens qui n'ont pas la connaissance et la compétence pour avoir un avis sur les droits de télévision. Surtout que, en plus, si vous voulez, je vais aller même un peu plus loin. À aujourd'hui, moi, j'avais fait intégrer dans la licence club. La licence club, c'est quelque chose qui permet au club d'avoir un certain nombre de points pour avoir les droits de télévision. J'avais demandé que soient intégrés des points pour une bonne gestion. Donc, pour les clubs qui étaient bien gérés. Et bon, j'ai pris une volée de bois vert. Bon, mais à force d'insister, on était arrivé à ça. Et je crois qu'ils l'ont retiré depuis parce que, en réalité, il y a une forme de rêve permanent entre le passionnel et l'irrationnel. C'est-à-dire que quand vous prenez la qualité des gens qui sont propriétaires de clubs, je parle des propriétaires, pas des fonds, qui sont des gens qui ont réussi dans leur business et qui savent ce que c'est que gérer une boutique. Et là, leur mode de fonctionnement est à l'envers de leur business à eux. Donc, on est dans la gestion de déficit. Et ça, c'est un vrai sujet parce que tout le monde croit qu'en ayant tel joueur, en faisant un budget, en pensant qu'ils vont être 10e et puis ils finissent 17e, et ben, le trou commence d'arriver, etc. Donc, il y a une course à l'échalote et tous les 4 ans, il y avait jusqu'à présent un bonus, c'est-à-dire que les droits télé augmentaient un peu, les gens se retrouvaient. Et puis, le trading joueur marchait très bien, avec l'Angleterre notamment. Il faut savoir que 2018-2019, si je ne me trompe pas, le trading joueur, c'est 900 millions d'euros, c'est plus que les droits télévision. Et là, les derniers trading joueurs, sur la dernière saison, je crois que c'est 400 millions. Donc, vous imaginez le différentiel qu'il y a. Bon. Et en plus, plus les droits télé baissent, moins la fédération a de pourcentage, moins les familles ont d'argent, moins la taxe Buffet est élevée, etc., etc. Donc, on revient au sport amateur. Monsieur le Président, là, vous parliez effectivement de
la compétence des présidents de clubs. En fait, à la Ligue professionnelle, depuis quelques années, et c'était avant l'épisode de Mediapro, il y avait eu une réflexion qui avait été lancée. Je me souviens, Didier Quio nous avait dit ici même, on essaye de faire sortir nos clubs de la monodépendance ou la télédépendance. Alors, la télédépendance aux droits télé, mais aussi aux trading joueurs que vous venez d'évoquer pour essayer d'aller vers une diversification des ressources financières. Et vous évoquiez à très juste titre tout à l'heure la question de l'expérience match, de ce qu'il est possible de faire autour de la billetterie, de l'affluence, de ce qu'on fait avant, pendant et après un match. Bref, il y avait eu cette velléité-là. Et puis, on a l'impression que Mediapro, tout ça, avec Mediapro et le mirage des 60% de droits télé supplémentaires qui étaient annoncés, tout le monde a un petit peu oublié de continuer à travailler sur cette question de la diversification des ressources financières pour le modèle économique et financier des clubs professionnels en France. Vous, de votre expérience, ancien président de club, qu'est-ce que vous verriez comme piste aujourd'hui qui permettrait de sortir de cette trop forte dépendance? Ouais, écoutez, je suis navré, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on être dans l'utopie. Les recettes annexes, ce que j'appellerais de billetterie, de prestations, de VIP, etc., existent, mais même si elles augmentent d'une façon importante, elles seront toujours que minoritaires, largement. Il faut regarder le sujet. Par contre, dans la gestion, je parle de gestion parce que je pense que, bon, vous prenez un club comme Bordeaux, dont on parle tout de suite, bon, Bordeaux, c'est 270 salariés. Comment vous voulez que ça fonctionne? C'est injouable. Bon, j'ai rien contre M. Lopez, mais M. Lopez, quand il a racheté Lotus en Formule 1, il est parti au bout de 2 ans ou 3 ans, il avait fait 350 millions d'euros de dette, c'est Renault qui a repris pour le franc symbolique. On le voit arriver à Lille, on me dit ah, c'est génial, je dis oui, vous allez voir ce qui est génial, il s'est passé ce qui s'est passé, il est parti parce qu'ils étaient en cessation de paiement il y a au mois de janvier. Bon. Et là, on le voit réapparaître à Bordeaux. C'est pas vis-à-vis de Gérard Lopez, c'est la notion du système que je veux vous dire. Pour reprendre un club où il faut remettre beaucoup d'argent, où il y a des joueurs qui sont payés certainement trop cher par rapport avec leur valeur, mais ils sont en contrat, et vous avez 270 salariés de l'autre côté. Bon, il y a un moment, si vous voulez, moi je veux bien qu'un club de Ligue 1, c'est important et qu'il faut du monde pour le faire fonctionner, mais c'est toujours 11 joueurs face à 11 joueurs. Je veux dire, bon, moi j'ai vu les clubs qui avaient en Ligue 2 qui avaient des gros budgets. Hein, le club de Clermont, moi quand je l'ai cédé, on était à 8 millions, 8 millions et demi, il a dû monter à 10 millions. Et il est monté en Ligue 2, et vous aviez des budgets à 40 millions où les gens ne sont pas montés. Bon, donc si vous voulez, il faut d'abord être raisonnable, je pense, dans sa gestion. Et puis, moi, quand je vendais un joueur, j'en mettais un petit peu dans le fonctionnement du club, et je dirais que j'en mettais dans la grange en attendant des jours moins bons, quoi, hein. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que je reviens à cette notion passionnelle. Et tous les gens, moi, je ne suis pas passionné de foot, donc je suis très détendu, mais je n'allais pas au match à l'extérieur, j'en loupais un tiers à Clermont, mais je comprends que des gens très passionnés, bon, moi j'ai même pris une femme pour entraîner le club, vous voyez, avec Corinne Diacre, donc, et qui est maintenant sélectionneur de l'équipe de France. Je pense permettre de faire grandir les gens. Il y a une notion, cette notion très humaine, je vous parlais tout à l'heure de cette notion de relation entre les peuples, même, puisque quand on regarde tous les gens qui sont impliqués dans les clubs de foot, est intéressante. Mais cette notion de gestion, on voit qu'elle est délicate pour tout le monde, même pour beaucoup de clubs. Vous prenez Lyon qui est en bourse, hein, donc vous connaissez les résultats de Lyon puisqu'ils sont publiés parce qu'ils sont en bourse, plus le PGE qui l'ont entier, c'est beaucoup d'argent. Et il y a un moment pour revenir au niveau et remettre les choses, ça devient difficile. Donc cette notion de télédépendance, je dirais qu'à aujourd'hui, elle est nécessaire pour essayer de remettre un peu les choses à flot, mais il va falloir de toute façon baisser le train de vie. Parce que ça ne peut pas être
que dans la notion recette. Votre meilleur partenaire, il est dans les dépenses. Hein. À ce sujet, monsieur Michi, je vous coupe, mais c'est pour aller, parce que là, votre casquette d'ancien président de l'UCPF, il y avait justement des débuts de discussion, début de l'année, avec le syndicat des joueurs également, et les clubs, il me semble. Et je me demande si l'UCPF n'avait pas participé à ça. Où est-ce qu'on en est sur le sujet des salaires et cap? Et comment vous voyez l'évolution et la possibilité d'évolution de ce poste de dépense important? Je pense que déjà, si vous voulez, je reviens à cette notion passionnelle, je suis navré, mais il faut vraiment être très raisonnable de ce que vous pouvez faire. Moi, je dirais à mon petit niveau, j'ai eu des entraîneurs, Michel Derzakarian, Corinne Diacre ou d'autres, à qui je me suis toujours très bien entendu, mais qui avaient accepté d'être dans un petit club et de faire avec les moyens qu'on avait. C'est-à-dire que quand on me présentait un joueur, si on me disait il vaut 20 000, je dirais c'est pas chez nous, il faut qu'il aille voir ailleurs. Donc, si vous voulez, mais parce que j'ai pas cette passion, moi, cette notion, c'était de la gestion. Bon, à partir du moment où vous êtes passionné, il est normal que vous écoutiez les discours en vous disant ce joueur, il est nettement meilleur. Et, par contre, il est beaucoup plus cher et il va vous permettre de. La réalité, elle se passe souvent pas comme ça. Mais les gens ont engagé les charges, si vous voulez. Et même quand il y a eu Mediapro qui est arrivé, vous avez des contrats de joueurs qui ont évolué parce que la manne financière est arrivée, donc les contrats ont augmenté. Les agents ont bien fait leur travail, entre guillemets, mais les clubs se sont laissés un peu faire. Donc, si vous voulez, je pense que le vrai choix, et on revient à la DNCG, le vrai choix, c'est des vraies décisions. Vous prenez Bastia il y a quelques années. Bastia, tout le monde savait qu'il devait des fortunes à l'URSSAF, à différents services, etc. Et la DNCG a toujours accepté que Bastia soit là, jusqu'au jour où il y a eu le clash, quoi. Donc, et ça, c'est toujours quelque chose de très, très difficile, parce que il y a un effet d'entraînement. Les contrats sont sur plusieurs années, donc pourquoi les gens baisseraient leur salaire et les uns et pas les autres? Donc, tout ce qui a été fait au niveau je dirais, des baisses de salaire, ça a été fait directement. Il n'y a pas eu de notion directe avec le NFP, parce que je pense que le NFP n'a pas ce pouvoir-là, même s'ils ont incité leurs adhérents à tenir compte, entre guillemets, de la situation délicate. Donc, c'est chaque club. C'est quand même du dialogue social, là. Fait dire dans la vraie vie normale d'une entreprise, de discuter donc de négociations de salaire. Oui, mais. Là aussi, c'est une exception sportive de ce côté-là. Oui, je pense, parce que, si vous voulez, l'UNFP, c'est un État dans l'État. Donc, ils sont très bien installés, ils sont dans un immeuble à côté de la bourse, qui sont propriétaires, etc. Ils touchent 10 ou 11 millions d'euros par an de la Ligue. Donc, si vous voulez, alors, ils font beaucoup pour que ce soit Philippia, Castendeutsch, je pense qu'ils font beaucoup pour leurs adhérents, et tant mieux. Mais la position, je dirais, pure et dure, prise au niveau national, elle n'a pas eu lieu. Il y a eu un souhait, mais il n'y a pas eu de décision pure et dure. C'est les clubs qui sont arrangés en fonction de leurs relations avec leurs joueurs, leurs agents, etc. Oui, mais je m'excuse. Non, mais parce que je parlais de l'UCPF, parce que là, on a quand même des employeurs, et là, l'UCPF représente, j'ai envie de dire, les clubs, donc les présidents de clubs. Qu'une partie, parce que justement, le problème était un peu là, c'est qu'il y avait deux syndicats, puisque Première Ligue, juste pour information rapide, Première Ligue a été créée à la demande de Jean-Michel Aulas, parce que Jean-Pierre Louvel, qui était le président de l'UCPF, où tous les clubs étaient rassemblés, n'était plus d'accord. Donc, ils ont imaginé de faire Première Ligue, ils ont appelé ça comme la Première Ligue anglaise d'ailleurs, pour maîtriser la Ligue, les droits et le business. Bon,
Il n'y a qu'un club qui était resté à l'UCPF, c'était Guingamp. Et au fur et à mesure des montées et descentes, on s'est retrouvé avec 5-6 clubs de Ligue 1 à l'UCPF, les autres à Première Ligue. Tout le monde n'était pas adhérent même. Bon. Donc, et ça n'a pas facilité, si vous voulez, les choses parce que il y avait les petits clubs, les grands clubs. Et donc, je pense qu'au niveau des discussions, c'était pas le bon plan. C'est pour ça que cette réunion syndicale était essentielle. Moi, je la prenais depuis longtemps. Ça a mis un peu de temps, mais maintenant, elle existe. Donc, je pense que ce sera plus facile vis-à-vis du dialogue social, des décisions à prendre, que tout le monde soit dans le même bateau, qu'il n'y ait pas de... Vous savez, quand vous avez deux entités, vous avez toujours, même au niveau des collaborateurs, vous avez des gens qui vont pas tous dans le même sens. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que là, il y a eu quand même un grand pas de fait avec un syndicat unique. Il y a un autre projet aussi qui a été annoncé, c'est la société commerciale. Alors, on reste sur le domaine du foot que vous connaissez. Quel est quel regard vous portez sur ce projet-là? C'est un serpent de mer depuis des années et des années. Il y avait eu, il y a très longtemps, le FAP, je crois, c'était les 7-8 grands clubs qui avaient voulu se réunir pour maîtriser toujours le même sujet, les droits, la répartition, etc. Ça n'a pas abouti, ça c'était il y a bien 10 ou 12 ans. Après, il y a eu une autre tentative avec Frédéric Thirier, qui était le projet, je ne sais plus son nom, c'est Delta ou un autre. Et ça a toujours existé. Je suis navré, la société commerciale, il n'y a rien à vendre. En dehors des droits télé, il n'y a rien à vendre. Jamais le PSG, l'OL, les grands clubs se mettront ensemble pour vendre quelque chose en commun dans leur stade ou sur leur panoptique ou sur des actions groupées. Chacun garde son précaré. C'est un vrai sujet. La société commerciale, quand les gens adhéraient à la notion société commerciale, parce que quand on parle de société commerciale, on imagine que les recettes, l'argent va arriver comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? Le sujet, il est basique. C'est bien beau de faire une société commerciale. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? Alors, il était même imaginé qu'ils reprennent certaines personnes de la Ligue qui iraient dans ces sociétés commerciales. Mais ça sert à quoi? Mais c'est un avis totalement personnel. Alors, peut-être qu'ils ont des possibilités où ils pensent qu'ils vendraient mieux ou qu'ils commercialiseraient mieux certaines choses ou pas. C'est l'ajout d'une structure. Je pense que la Ligue a les hommes et les connaissances pour faire fonctionner cette chose-là de la même façon. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Alors, oui, mais si je reprends ce que vous avez dit vous-même, notamment sur la Ligue qui aujourd'hui représente des présidents de clubs, qui n'ont pas forcément la connaissance du sujet audiovisuel. Donc là, la société... J'ai dit, les présidents de clubs n'ont pas la connaissance. Les gens qui sont à la Ligue, soit Vincent Labrune ou Didier Quillot, c'est des gens de l'audiovisuel. Oui. La société commerciale, donc l'objet étant la commercialisation des droits, et c'est là où je reviens sur la moto. Vous disiez que les droits étaient confiés à une société commerciale pour l'exploitation des... Alors, en réalité, Formule 1 ou moto, ces sociétés qui sont des promoteurs internationaux ont acheté des droits, donc achètent des droits, payent un droit à la Fédération internationale pour avoir la totalité de la commercialisation, donc de droits de télévision dans le monde entier, de droits de marketing qui sont liés à la panoptique autour du circuit, à un certain nombre d'éléments de vente de droits, parce que chaque promoteur national achète et paye un droit pour que le Grand Prix moto vienne sur son territoire. Donc moi, je paye des droits, qui sont à plusieurs millions d'euros, pour, si vous voulez, que le circus arrive en France. Bon. Ensuite, par rapport à ça, Dorna gère l'ensemble de ces droits, c'est-à-dire, en plus de gérer ces droits, ils produisent toutes leurs images eux-mêmes. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, sur chaque Grand Prix, il y a en gros 200 personnes de Dorna qui viennent. Les caméramans sont toujours les mêmes, ils ne font pas du football ou autre chose, ils font que de la moto.
Bon, je ne sais pas si vous avez eu des épreuves de moto, mais technologiquement, c'est exceptionnel. Des caméras embarquées, il y a tout un tas d'éléments qui font. C'est pour ça que ça a beaucoup d'audience. C'est que, en plus, le format, c'est 45 minutes, c'est pas trop long, etc. Donc, ces éléments-là, donc, ces droits fonctionnent d'une façon assez simple. Hein. Il y a un détenteur de droits pour le monde entier que lui a confié la fédération, moyennant internationale, moyennant une recette. Voilà le schéma. C'est ce qui se passe en Formule 1 exactement de la même façon. Concernant le processus de vente, notamment la vente à l'international, c'est bien avec vous, mais je vous fais basculer. Non, mais allez-y. Du foot à nouveau, comment expliquez-vous, parce que je crois qu'il y a un faible niveau de valorisation des droits TV vendus à l'international de notre championnat de oui, France. c'est 70 ou 75 millions. Oui, c'est ça. Comment vous l'expliquez, ça? Je l'explique d'une façon très simple. Un jour, Frédéric Thiriez est arrivé. Alors, on était en réunion d'Assemblée générale, de conseil d'administration, donc c'est il y a de longues années. Et il a dit, voilà, on a une possibilité avec beIN, hein, donc c'était Nasser, avec beIN, de passer, alors je n'ai plus le chiffre, de 30 à 70 millions. Quoi. Bon. Tout le monde a dit OK, parce que comme tous les clubs ont besoin d'argent, dès qu'il y a une augmentation, tout le monde dit oui. Mais en réalité, beIN, est-ce qu'il a bien fait son travail? Ça, c'est un autre sujet. L'Espagne, c'est 700 ou 800 millions, les droits internationaux. Mais, alors, Javier Tebas, qui est le patron de la Ligue espagnole, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a des représentants dans tous les pays. Et il a travaillé pour que, avec tous les influenceurs et autres, pour que les gens s'intéressent au championnat d'Espagne dans les différents pays. Et ensuite, Javier Tebas, c'est quelqu'un qui passe 180 à 200 jours de négociations dans tous les pays. Bon, donc, c'est un mode de fonctionnement c'est lié à sa personnalité aussi. C'est quelqu'un qui a dit au club, voilà, en Espagne, vous jouerez à 13h parce que pour la Chine, il faut jouer à 13h et on ne vous demande pas votre avis. On veut des caméras sur les filins au-dessus du stade, donc c'est obligatoire. Bon, donc, je veux dire, il y a quelqu'un qui contre vents et marées un peu chez lui, avait les clubs contre lui sur un certain nombre de choses, mais qui a vraiment fait avancer le sujet et qui a trouvé beaucoup de moyens. Bon, donc, si vous voulez, alors, bon, il y a un bureau en Chine, je crois, de la Ligue, etc. Mais aujourd'hui, le contrat beIN, et à chaque fois, il essaye d'être négocié, de récupérer des territoires pour qu'ils soient distribués par la LFP, etc. Mais ça n'a pas avancé beaucoup. Si vous voulez, vous prenez Nasser, qui dit toujours on fera tout pour le foot français, et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe pour la Ligue 1, bon, ça va peut-être s'arranger, mais ils ont dit pour le moment, on est avec Canal, donc on diffuse peut-être pas, ça va certainement s'arranger. Mais il y a deux discours. En plus, si vous voulez, il est difficile de voir que quelqu'un comme Nasser, qui a une double casquette, il est au conseil d'administration, et en même temps, il gère beIN. Et en tant que beIN, il dit je ne paye pas ce que je dois de la Ligue 2 de l'an dernier, par exemple. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est difficilement acceptable. Alors les gens disent amen parce que c'est Nasser, qui est un homme charmant, mais n'empêche que c'est un peu particulier, quoi. Oui, c'est une forme d'indépendance que j'évoquais au travers de ma question tout à l'heure. Oui, mais cette notion-là, si vous voulez, comment vous dire, moi j'ai travaillé pour les Qataris pendant quelques années, au début qu'ils faisaient le Grand Prix moto à Doha. Hein, donc c'est des gens qui n'ont aucun problème d'argent. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est de la reconnaissance. Donc, et ils ont leur mode de fonctionnement à eux. Donc, même il y a des moments, Nasser, là, pendant les périodes un peu délicates, avait des propos assez durs dans ces discussions en conseil d'administration.
mais qu'on pouvait comprendre. Mais il y a un moment, si vous voulez, cette dualité fait que, alors bon, quand on parle de droit télévision, souvent il n'est pas dans le conseil, parce que ce qui paraît normal. Mais il y a quand même une forme de dualité. Et beaucoup de gens, si vous voulez, beaucoup de présidents pensent que c'est bien de soutenir Nasser. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, vous avez évoqué les clubs, notamment vous avez parlé de l'OGC Nice, donc je vous remercie, avec un actionnaire, donc Ineos. C'est pas pour ça que je voulais non, mais en plus, intervenir. Et beaucoup d'investisseurs étrangers. Moi, ma question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour attirer des investisseurs français dans le sport professionnel en France, et quels pourraient en être les moyens selon vous? Bon, déjà, à Nice, il y a quelqu'un qui pour moi est un très bon président, qui est Jean-Pierre River, parce que on en a parlé ensemble. Je pense qu'on fait partie des rares qui ont gagné de l'argent dans le football. Qui n'ont pas perdu d'argent, ouais. Ou qui n'ont pas perdu déjà. Ouais, c'est bien. Oui, mais je pense qu'ils en ont gagné un peu. Oui, bon, oui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que il y a eu cette arrivée beaucoup d'Américains d'ailleurs aussi, parce qu'il y a un peu de mode dans toutes ces choses-là, parce que les gens à un certain niveau, s'il y en a qui vont là, il faut y être. Donc, la notion française, je pense qu'elle est le vrai sujet, il est comportemental. Alors, je m'explique. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans le football, c'est souvent le comportement. Alors, des présidents, des joueurs, des entraîneurs, etc. Et on voit, on va prendre les gens du CAC 40 ou des entreprises qui mettent un point d'honneur à travailler leur image de marque, tout ça est très important. Et ils ne veulent pas prendre un risque dans le sport le plus populaire qui existe. On voit ce qui vient de se passer avec Griezmann et un autre joueur là, qui a critiqué le partenaire japonais de Barça. Ça y est, c'est bon. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup. Vous voyez des grandes entreprises qui sont dans le rugby, par exemple. Hein? Orange a été dans le rugby, dans le rugby. Il y a pas mal de gens qui vont dans le rugby parce que ils risquent d'être moins altérés sur leur image, même si ça se passe pas très bien au cas où. Alors que le football, c'est pas du tout ça. Vous avez toujours la mauvaise réflexion, le Abramovich qui dit, Abramovich, c'est le président, qui disait que c'était un pays de merde, l'ancien attaquant du PSG. Bon, il y a un moment, la notion du comportement du sport et de son attractivité joue sur le choix de l'investisseur d'aller dans tel ou tel produit, ou tel support, ou tel spectacle. Et en Allemagne, ça fonctionne mieux. Je veux dire, on a des entreprises qui sont propriétaires de clubs. Oui, là, parce que là, il y a deux choses. Il y a la notion de sponsoring de partenaires sportifs, donc il y a quand même du sponsoring, mais ensuite l'investissement dans les clubs. Oui, mais en Allemagne, si vous êtes une société internationale, vous ne pouvez pas être propriétaire d'un club majoritaire. Non, moi je parlais justement de l'attractivité des investisseurs français pour investir dans les clubs français. Oui, mais je prends Ah non, ce que vous voulez dire, oui, sur la souveraineté. Oui, mais en plus, je pense que le comportement. Alors, je reviens sur le comportement. Le comportement, je pense en Allemagne ou même en Angleterre, des joueurs ou des clubs, ça fonctionne un peu différemment. Aujourd'hui, si je vous demande de me citer les présidents de clubs anglais, vous allez avoir du mal, ou allemands. En France, les présidents de clubs sont plus connus que leurs joueurs, presque. Donc, non, mais tous ces éléments rentrent un peu en ligne de compte, si vous voulez. Et je pense que, alors moi j'en parle souvent pour la moto, je pense que aussi, le mode de consommation n'est pas le même en fonction des pays, de leur culture, de leur philosophie, de leur histoire. Donc, si vous voulez, le petit déjeuner, il n'est pas le même en Angleterre, en Allemagne ou en France. Bon, donc, ces éléments-là doivent rentrer dans la réflexion. Souvent, on entend il faudrait faire comme en Allemagne ou comme en Angleterre.
Non. Non, mais je comprends tout à fait hein, ce que vous dites. Je parlais en fait plus d'éléments concrets, que ce soit des évolutions réglementaires ou législatives que vous imagineriez pour inciter davantage ou protéger aussi, puisque vous faisiez la remarque sur l'Allemagne, notamment le fait de difficulté d'investisseurs étrangers à investir en Allemagne. Non, voilà, c'est ça. Après, je comprends l'état d'esprit. Mais je pense que si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez une belle entreprise et que vous vouliez aller dans le football, vous allez commencer de regarder les comptes. C'est la première chose que vous allez faire. Et donc, les comptes, ils sont en rouge partout. Et la capacité de revenir dans le vert, elle est très limite. À ce propos, monsieur Michy, Jean-Marc Mikkeler nous indiquait lors de son audition devant nous, en tant que patron de la DNCG, que pour l'année 2021 à venir, il y avait un prévisionnel de dépenses pour l'ensemble des clubs professionnels français qui était situé à 2,8 milliards d'euros et seulement 1,7 milliard d'euros de prévisionnel en revenus. Alors, il nous disait, à part si les actionnaires remettent au pot là où ils sont présents, lui, il ne voyait pas comment une grande majorité de clubs ne serait pas dans la perspective tout simplement d'un dépôt de bilan, enfin, virtuel. Comment on fait aujourd'hui, très concrètement? Vous avez dit tout à l'heure, hein, il faut agir sur les dépenses, il faut réduire le train de vie. Comment on fait pour réduire cet écart qui est quand même significatif? C'est près d'1 milliard d'euros, là, le déficit structurel d'exploitation. Alors, je dirais que il faut aussi regarder un peu dans les détails, parce que quand on parle des masses, c'est toujours bon. Il faut regarder parce qu'il y a des clubs qui sont bien gérés et d'autres, bon. Je crois que j'ai lu l'autre jour que le PSG, c'était moins de 250 millions quand même. Bon, donc si vous prenez les grands clubs, parce que plus les clubs sont grands, plus leurs déficits sont importants. Donc, si vous voulez, et en général, les clubs gérés par des propriétaires peuvent avoir un encours de dette, mais qui est très limité par rapport à leur volume. Si vous voulez, c'est pour ça que je pense qu'il faut être séquentiel. L'autre point, moi, il y a une chose qui me gêne dans la notion de... Je pense que Jean-Marc Mikkeler, son sujet, il doit être confidentiel. Et je l'ai vu 2-3 fois dans la presse exprimer des choses qui me paraissent être un peu indécentes vis-à-vis justement des propriétaires des clubs qui jouent avec leur argent. Vous pouvez pas, parce que bon, je comprends que peut-être il a un besoin je dirais, d'existence médiatique qu'il a grâce au football, parce que son métier ne lui permet pas vraiment. Mais il y a un moment, il ne faut pas tirer sur les ambulances, il faut essayer de dire que tout le monde doit faire des efforts, mais il faut aussi séparer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une forme de course à l'échalote, parce que les grands clubs, comme je parle du PSG, parce que ça part de là. Donc, tout le monde investit pour essayer de suivre en fonction de son niveau. Et en réalité, ils se retrouvent dans des situations tous délicates parce qu'ils essayent de suivre. Alors qu'il y a des clubs qui, globalement, sont bien gérés, sont toujours là et participent. Alors, qu'il y ait les grands clubs, c'est normal. Il faut les aider, ceux qui font l'attractivité. Et qui font, mais il y a aussi le sport à travers le territoire. Je veux dire, bon, quand on dit on va passer à 18 clubs, c'est une hérésie totale. C'est une hérésie totale. Pourquoi passer à 18 clubs pour faire des chômeurs, pour ne pas irriguer un territoire, pour que déjà des communes qui ont investi ou des municipalités sur des structures se retrouvent sans club. Ça ne change rien sur le ratio de. C'est pas parce que vous allez avoir un peu plus d'argent à distribuer et que des clubs auront 2 millions d'euros de plus, les 18, que ça ne changera rien à leur vie, quoi. Donc, si vous voulez, il y a toujours. Le monde du football est un monde qui est très pressé. Les joueurs sont pressés d'arriver, de partir, les entraîneurs, c'est pareil. Et il y a beaucoup de décisions qui sont dans la précipitation et non pas dans une vision. Donc mais la question que vous posez est essentielle, mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les trous se creusent. Plus ça va, et moins ça va. Donc, il y a un moment où il va bien falloir... je comprends que des clubs de Ligue 1 aient besoin de
personnel administratif et autres. Mais il y a un moment, vous n'avez pas besoin de 250 personnes pour faire vivre un club de foot. Ça n'existe, c'est un faux sujet. C'est un faux sujet. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez, j'avais l'impression d'entendre un parallèle entre les entreprises à capitaux familial et effectivement, enfin, on va dire les petites entreprises et les entreprises du CAC 40. Et on voit effectivement dans les situations de crise, notamment la flexibilité des petites entreprises, et sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire le bon sens de la gestion. Les fondamentaux, les fameux fondamentaux reviennent et sont peut-être des moyens donc de passer justement donc la tempête. En fait, depuis tout à l'heure, je vous entends et j'ai envie de dire que si je peux résumer ce que vous dites, c'est essayer de faire en sorte de retrouver une raison d'être, que ce soit d'un point de vue financier, parce que c'est avant tout, je dirais, une société, enfin un club est une société, c'est-à-dire, je dirais, un compte de résultats avant tout qui permet d'avoir et de conforter un bilan, c'est-à-dire un patrimoine. Donc, il y a une mécanique au court terme qui est grippée, surtout, puisque moi, j'ai l'impression que le cycle d'exploitation, j'allais dire, il est très court, et tout ça pour alimenter donc une vision sur le long terme qui est le patrimoine. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner justement cette évolution nécessaire, parce que ce que vous dites est partagé par beaucoup, alors avec différentes nuances peut-être. En tout cas, la manière dont s'est exprimé Jean-Marc Migueler était une forme d'appel à la conscience qu'aujourd'hui, il faut gérer une entreprise avant tout, qui est sur un territoire et qui fait vivre d'autres entreprises aussi. Et c'est ça qu'on cherche en fait au travers de cette mission-ci. Ce n'est pas de faire de l'ingérence. Ouais. Non, mais je pense faire de l'incitation et puis voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Non, je donnerai un avis, il ne me permettrait pas de donner de conseils. Je pense qu'il ne faut déjà pas opposer les grands clubs et les petits clubs. Vous voyez, je veux dire, c'est une vie globale. La Ligue 1, la Ligue 2, même le national, c'est une vie globale. Donc, souvent, on essaye d'opposer les petits clubs, même entre les clubs moyens et les petits clubs de Ligue 1. Entre eux, c'est déjà difficile. Mais je crois qu'il y a une notion de coordination et de rassemblement de tout le monde, parce que quand on voit l'énergie qui est mise par chacun, déjà pour gérer son club, et pour ceux qui sont dans les instances, les faire évoluer ou les faire avancer, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que vous partez d'une situation qui s'est dégradée et qui a continué de se dégrader. Bon, alors là, je sais que par exemple, ils essayent que le PGE, parce que le remboursement du PGE cette année, ça devrait être 87 millions, ils essayent de le reporter encore sur l'année prochaine pour que les clubs aient un peu plus d'argent. Bon, ok, mais est-ce qu'il ne faut pas trouver qu'il y ait une réflexion de fond sur qu'est-ce qui est essentiel pour faire vivre les clubs, et d'accepter qu'il y ait des clubs, qu'il y ait des structures beaucoup plus légères que les grands clubs. C'est évident qu'un club qui fait la Champions League ou même l'Europa ait un peu plus de moyens, donc fonctionne d'une façon un peu différente. Bon, les clubs qui font Champions League reçoivent beaucoup d'argent aussi, donc il y a cette notion de répartition, si vous voulez, mais dès qu'il y a un euro qui se promène, tout le monde veut l'attraper dans la discussion, les grands comme les petits. Donc, c'est là que les choses sont peut-être un peu délicates, et que, alors, il y a une évolution quand même, parce qu'il y a le collège de Ligue 1, le collège de Ligue 2, les clubs se parlent entre eux, ça permet d'avancer, mais ça va mettre un peu de temps, mais je pense qu'il faut surtout que les gens aient la clarté de bien séparer ce que je vous disais, les clubs qui ont des grosses dettes. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ceux qui doivent beaucoup d'argent, proportionnellement à leur budget. C'est évident que si c'est 700 millions, je crois, à peu près, le PSG tout de suite. Donc, 250 millions de dettes sur 700, c'est pas une bonne nouvelle. Mais eux,
entre guillemets, le problème de l'argent, il est secondaire. Il est vis-à-vis du fair play financier ou autre qui évolue tout le temps, mais ce n'est pas un problème de fond. Par contre, un club comme Lorient de Loïc Ferry, qui est propriétaire, s'il manque de l'argent, lui, il va être obligé d'en mettre en compte courant pour pouvoir passer la DNCG. Et il ne va pas pouvoir le faire pendant très longtemps. Donc, il faut aussi trouver la bonne solution. Chaque cas est un peu différent. Regardez ce qu'a fait Jean-Michel Aulas. Les Chinois sont rentrés il y a 2 ans, je crois, chez lui, pour 100 millions d'euros. Je crois que si on prend la valeur de l'action, à vérifier, mais si on prend la valeur de l'action du jour où les Chinois ont mis 100 millions, je pense qu'ils ont payé 4 fois le prix de l'action. Donc il y a quelque chose. Vous voyez, mais c'est pour d'autres raisons certainement. Donc tout ça est délicat. Mais moi je pense que l'image du football est très importante en France, de lui redonner une image sympathique, agréable, performante. Quand je dis performante, c'est sur le comportemental et l'image qu'elle peut en dégager. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, parce que si vous voulez qu'il y ait des gens qui aillent investir, il faut que les comptes s'améliorent et il faut que l'image s'améliore aussi. J'ai une dernière question, Président. Enfin, je parle aux deux présidents. Je ne suis plus président, moi, donc je suis très détendu. Bon, ok. Bon. Et en plus, je n'aime pas ce mot-là. Donc. Alors, ça concerne l'arrivée d'Amazon, notamment dans le milieu du foot, mais qui peut être une question, bien sûr, également sur toutes les disciplines sportives et sur celles qui vous concernent aussi, sur la moto en général. Pour vous, l'évolution, en tout cas, on parle des pure players aussi. Est-ce que c'est une menace ou au contraire l'avenir de la diffusion du sport? Et c'est en lien avec la remarque que vous aviez faite au début de notre audition concernant l'évolution des usages de consommation du sport et du comportement des consommateurs de sport, des téléspectateurs. Pardon. Écoutez, je crois que c'est comme tout le monde oublie qu'il a débuté un jour. On a tous débuté un jour. Et je prends Amazon. Bon, Amazon, ils sont arrivés avec Roland Garros. Bon, les chiffres je dirais de leur diffusion et d'audience ne sont pas fantastiques sur Roland Garros, d'après les éléments que j'ai eus. Bon, mais c'est un début. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient aussi le réflexe que les gens aient un réflexe pour aller acheter ce qu'ils ont besoin chez Amazon. C'est qu'ils aient le réflexe d'aller chez Amazon pour regarder du sport, c'est un autre sujet. Mais ça prend obligatoirement du temps. Moi, je pense que j'étais pas bon, puisque je suis plus dans les instances, mais j'ai eu quelqu'un hier qui était le patron d'Amazon Europe est venu à l'Assemblée générale de la Ligue, je crois, et a expliqué qu'il était très content d'être là, qu'il continuerait, mais qu'il continuerait que si ça marchait. Parce que ce n'est pas des philanthropes, il faut que ça fonctionne. Donc, je pense qu'ils ont des moyens de persuasion, de communication et autres qui peuvent le faire. Et en plus, aujourd'hui, ce n'est pas le vendeur qui est le plus fort, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui décide. On est dans ce monde-là. Si vous voulez, il y a une période où c'était le vendeur qui décidait. Là, maintenant, c'est l'acheteur. Ça a changé le monde a changé. Et donc, ils ont récupéré pour une somme, je dirais, non négligeable, mais pas très importante, 8 matchs, plus la meilleure affiche du dimanche, je crois, quelque chose comme ça. Bon. Et de l'autre côté, pour plus d'argent, Canal, ils ont que 2 matchs ou 3. Donc, si vous voulez, ce qui ne les a pas mis de bonne humeur, effectivement, mais ils ont eu une opportunité, ils l'ont saisie. Et je pense que c'est un début de ce qui peut se passer sur l'avenir, que les choses peuvent fonctionner différemment. Donc, à voir, à suivre. Oui, c'est aujourd'hui, moi je reste. Et quand je disais
quand je disais aussi menace, c'était dans le sens, est-ce que vous voyez dans le paysage audiovisuel français également, est-ce qu'il y a des points, de distorsion peut-être, de concurrence, j'en sais rien, mais qui vous sautent aux yeux, ou je pense que c'est un nouvel entrant comme un autre. Oui, moi je pense qu'il y a deux choses. Je vous parlais de la moto et de la Formule 1 tout à l'heure en audience. Il y a aussi une modification du marché. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je pense que les droits de la Formule 1 sont autour de 60 millions d'euros chez Canal. Hein. C'est les chiffres dont on peut avoir information, mais qui ne sont pas peut-être les vrais parce que je ne les connais pas. Je ne connais pas le contrat. Et que vous voyez donc qu'ils ont 18 rendez-vous dans l'année, avec une moyenne d'audience autour d'1,2 million, 1,3 million. C'est un très bon ratio. C'est un très bon ratio. Bon, je pense que il y a une période où tout le monde disait si Canal n'a pas le foot, ils vont mourir. Bon, aujourd'hui, Canal a perdu beaucoup de football. Bon, il a récupéré la Champions League, mais en réalité, ils n'ont pas perdu énormément d'abonnés, ils en ont même gagné avec d'autres produits qui font de l'audience. Donc, je reviens je ne suis pas gestionnaire de Canal, mais je pense qu'ils regardent aussi ce type de sujet. Et s'ils ne mettent pas 400 millions quelque part, eh ben, ça va dans le compte des résultats. Hein. C'est basique. Hein. C'est des choses assez simples. Bien, si vous le permettez, on va terminer sur cet échange-là, sur cette question-là, sauf si Cédric, tu avais encore une question à poser à M. Claude Michy, mais… Parfait. C'est bon. En tout cas, on vous remercie pour vos propos extrêmement enrichissants et puis très libres. Hein. Donc, oui. C'est important. Mais c'est aussi l'avantage d'avoir été et de ne plus être forcément en responsabilité concernant l'UCPF. C'était très intéressant parce que, effectivement, étant membre du comité de pilotage sur l'attribution de l'appel d'offres des droits télé il y a quelques mois, il y a quelques années, c'était important aussi que vous puissiez donner votre vision des choses. Oui, allez-y. Allez-y, non, excusez-moi. Non, je pense à quelque chose. Moi, j'ai toujours été très libre, hein, très honnêtement. Oui, c'est une qualité. Je vais juste vous dire ce que m'a envoyé Raymond Domenech là, après mon départ du conseil d'administration, puisqu'il y est aussi pour les entraîneurs. Il m'a dit, Claude, vous venez de quitter un monde d'hypocrites, mais on a bien aimé votre bon sens et votre côté raisonnable pour essayer de nous aider à ne pas perdre le bon chemin. Donc, j'ai trouvé ça très sympathique. Mais bon, soyons raisonnables. Hein? Merci beaucoup, merci, M. Michy. Et on souhaite de tout cœur, et là, franchement, c'est l'amateur de football et de sport en particulier qui le dit, bon vent et bonne saison sportive à Clermont Foot. Hein, oui, non, mais ça va bien marcher, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, M. Michy.